Salut chers élèves, et on va commencer ensemble avec l'ultrastructure de la cellule. Alors voici notre résultat d'apprentissage. On va se familiariser avec la structure des cellules prokaryotes et eucaryotes et on va représenter ces cellules à partir des micrographies. Il y a deux grands types de cellules, comme vous savez. Les cellules prokaryotes n'ont pas de noyau et les cellules eucaryotes ont un noyau. Donc, on va parler un peu des structures des cellules prokaryotes. Elles sont simples, elles ont une structure très simple et elles se trouvent partout. On trouve les prokaryotes, comme les bactéries par exemple, dans le sol, dans l'eau, sur la peau, dans les régions chaudes. Selon leur type, ça peut aussi être dans des régions très chaudes. Ils varient de taille de 1 à 3 micromètres en général. Ils n'ont pas d'organites présents, sauf les ribosomes. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi la fonction des ribosomes? Les ribosomes sont responsables de la production des protéines. Donc, évidemment, les cellules prokaryotes en ont besoin. Leur matériel génétique est d'habitude circulaire. Il n'est pas enfermé dans un noyau. Comme vous le savez, les prokaryotes n'ont pas de noyau. Pro vient du mot avant et karyote, noyau, donc ils n'ont pas de noyau. Mais la région où le matériel génétique se regroupe, on appelle ça un nucléoïde. Et les prokaryotes sont unicellulaires. Donc, comme on vient de voir, ils n'ont pas d'organites, sauf les ribosomes. La plupart ont une paroi cellulaire qu'on appelle le peptidoglycane. Et ils ont une membrane cellulaire, comme toute cellule dans le monde. Certaines ont des thylakoïdes. Et comme on va voir plus tard, les thylakoïdes sont des structures nécessaires pour faire la photosynthèse. Donc, seulement les bactéries photosynthétiques vont avoir des thylakoïdes. Tous les prokaryotes, comme toute cellule, doivent avoir un cytoplasme. Et les structures comme les pili et les flagelles n'existent pas dans toutes, mais certaines vont avoir ces structures-là pour aider avec certaines fonctions. Les prokaryotes ont des milliers de ribosomes et ont une région nucléoïde qui est comme le noyau. Donc, ça, c'est un exemple de cellule prokaryote, cette bactérie-là. C'est le Bacillus coagulans et ça, c'est une micrographie prise par un MET. Donc, comme on peut identifier certaines structures ici, évidemment, le cytoplasme, la matière génétique juste là, donc le chromosome bactérien, elle a une membrane plasmique ou une membrane cellulaire et une paroi cellulaire, plein de petits ribosomes. Les ribosomes sont une des organites les plus petites, donc c'est d'habitude représenté par des petits points, comme vous voyez ici. Ensuite, on a les fimbriae qui sont comme des petits cheveux et cette bactérie a ou possède des flagelles et on va voir que ces flagelles peuvent aider avec la réaction à l'environnement. Certaines bactéries, pas toutes, vont avoir autour de eux une capsule et cette capsule-là leur donne une protection supplémentaire. Donc, j'aimerais ça que vous mettez la vidéo sur pause puis que vous essayez de dessiner le prokaryote que vous voyez ici devant vous. C'est E. coli et ça, c'est la micrographie. On a besoin d'être capable, à partir d'une micrographie, de faire le dessin scientifique. Alors, mettez la vidéo sur pause et essayez de dessiner ça sur une feuille blanche, s'il vous plaît. Pouvez-vous dessiner celui-là? Donc, on prend une autre petite pause et je vais vous demander d'identifier autant de structures que possible. Donc, on va maintenant parler des différentes organites. Parlons un peu de la paroi cellulaire. La fonction majeure de la paroi cellulaire, c'est de protéger et de maintenir la forme de la cellule. Elle est composée d'un genre de protéine qui s'appelle le peptidoglycane. Maintenant, certaines bactéries ont une couche additionnelle qui est composée de polysaccharides. Polysaccharides, c'est un type de glucide, donc c'est du sucre, si vous voulez, à l'extérieur de cette paroi-là, qui permet à ces bactéries d'adhérer ou de stick, si vous voulez, à certaines structures comme les dents, la peau, la nourriture, etc. Donc, cette couche de polysaccharides donne un avantage à ces bactéries.
Alors, j'aimerais qu'on parle un peu plus du peptidoglycane. C'est un polymère. Un polymère veut juste dire que c'est une structure fabriquée à partir d'unités qui se répètent. Dans ce cas, ça va être des monosaccharides ou des sucres. Vous allez voir une photo bientôt. Qui sont modifiés, qui sont reliés transversalement par de courts polypeptides. Et le mot polypeptide veut dire protéine. Donc, on a du sucre qui est attaché à des protéines. Cette structure-là entoure la bactérie et sert comme un point d'ancrage à d'autres molécules situées à sa surface. Et le fameux test de Gram. Donc, le test de Gram est un des tests qu'on fait afin d'identifier certaines bactéries. On identifie les bactéries par élimination. Et le premier test pour éliminer, c'est le test de Gram. On va identifier tout de suite si la bactérie est Gram positive ou Gram négative. Donc, c'est une technique de coloration de Gram. Ça classifie les bactéries en Gram positif ou Gram négatif d'après la structure de leur paroi. Alors, les échantillons sont d'abord coloriés au cristal violet et à l'iode. Ensuite, on les rince dans l'alcool. Ensuite, ils sont coloriés encore avec une teinture rouge comme la safranienne. Et les bactéries Gram positifs qui ont une paroi simple et beaucoup de peptidoglycanes vont rester violets, mais les bactéries Gram négatifs qui sont plus complexes, ils ont moins de peptidoglycanes et une membrane externe qui est composée de lipopolysaccharides. Donc, on va voir ces différences. Donc, comme vous pouvez voir, voici des bactéries Gram positifs et des bactéries Gram négatifs. Donc, les bactéries Gram positifs ont une membrane plasmique comme toutes les bactéries, mais une grosse couche de peptidoglycanes. Donc, quand on met la première teinture violette, la coloration violette, et ensuite on lave avec l'alcool, l'alcool ne peut pas tout éliminer le violet, étant donné que c'est absorbé dans la couche de peptidoglycanes. Alors, les bactéries Gram positifs vont avoir la coloration violette. Tandis que les bactéries Gram négatifs ont une mince couche de peptidoglycanes qui est entre deux membranes. Ceci veut dire que quand on lave avec l'alcool et on introduit le safranienne ou la coloration rouge, ils prennent la couleur rouge. Alors, pourquoi le test de Gram? Bien, c'est très utile en médecine pour déterminer rapidement si l'infection dont un patient souffre est causée par une bactérie Gram négatif ou positif, et on peut donner l'antibiotique pour un type ou l'autre. Donc, plusieurs antibiotiques attaquent la synthèse de la paroi cellulaire, alors cette information est très utile. De plus, les bactéries qui sont Gram négatifs sont un peu plus dangereuses parce qu'elles sont protégées par la deuxième membrane externe et certaines de ces membranes-là sont en fait toxiques et très résistantes aux antibiotiques, donc elles sont plus difficiles à combattre comme infection. Alors, la prochaine organisme qu'on va regarder ensemble, c'est la membrane cellulaire. Donc, la membrane cellulaire contrôle le mouvement des matériaux qui entrent et qui sortent de la cellule, comme vous savez. Elle joue aussi un rôle dans la fission binaire, qui est la méthode de division cellulaire des prokaryotes, et elle est formée d'une structure de bicouche de phospholipides, comme on va voir. La prochaine organisme dont on va parler, c'est la région nucléoïde, et ça, c'est le noyau qui n'a pas de membrane. Alors, comme vous pouvez voir sur cette micrographie, il y en a ici des chromosomes, le chromosome ou le matériel génétique de la bactérie. Certaines bactéries, mais pas toutes, possèdent aussi des plasmides qui sont du matériel génétique circulaire qui est indépendant du matériel génétique original de la cellule. Les plasmides vont devenir importants plus tard comme ils ont beaucoup d'utilité en médecine. Mais il faut savoir que la région nucléoïde, comme on a dit, n'a pas de membrane, donc il n'y a pas de compartimentalisation. Et ça contient un brin circulaire, un long brin circulaire.
La prochaine structure, c'est les pili, les flagelles et les fimbriae qu'on va voir sont très similaires. Donc, les pili sont des structures qui ressemblent à un cheveu chez certaines bactéries. C'est très utile pour s'attacher aux surfaces, comme on a vu plus tôt. Leur fonction primaire, par contre, c'est joindre les bactéries ensemble pour faire la reproduction sexuelle. Donc, les bactéries vont utiliser les pili pour échanger du matériel génétique. Par contre, la flagelle est plutôt utilisée pour la mobilité de la cellule. Donc, ça, c'est un exemple d'un pili sexuel. Donc, comme vous pouvez voir, le pili peut s'étendre d'une bactérie et de l'autre. Il se connecte et les bactéries peuvent échanger du matériel génétique à travers ce pilus. Et on appelle ça la conjugaison bactérienne. La conjugaison bactérienne. Mais les flagelles sont un peu plus grosses. Comme vous pouvez voir ici, ils sont comme des longs cheveux épais. Et il y a un petit moteur dans les flagelles. Donc, ça tourne très rapidement et ça permet de propulser, si on veut. Ça propulse la bactérie pour qu'elle puisse bouger d'une place à une autre. Les fimbriae sont un peu différents. Les fimbriae sont comme des cils, mais qui sont un peu plus épais que ces cils-là, puis sont utiles parce qu'ils aident à fixer les bactéries ou les prokaryotes à certaines surfaces. Donc, ici, on peut voir une micrographie d'une E. coli, et comme vous pouvez voir, celui-là a des pili et des flagelles. On va prendre une minute pour le représenter comme on a fait avec les dessins précédents. Et le dernier organite, ce sont les ribosomes. Donc, comme vous le savez déjà, les ribosomes sont les usines des protéines. Donc, eux autres sont produits en grande quantité à l'intérieur d'une bactérie ou d'un prokaryote en général. Ils ont une apparence granuleuse au microscope, donc elles sont très petites et on peut voir des petits points sous le microscope. On va étudier la structure détaillée des ribosomes plus tard dans le thème 2. Donc, je vais raconter un peu sur l'histoire de la fission binaire. Alors, c'est un peu comme la mitose, mais c'est spécifique aux prokaryotes. La première étape, c'est la réplication de l'ADN. Donc, l'ADN est copié. Les deux boucles d'ADN s'attachent à la membrane, donc de côté opposé de la cellule, juste comme ça a lieu durant la mitose. Ensuite, la membrane s'allonge et se pince. On appelle ça la cytokinèse. Ça forme deux cellules distinctes. Et les deux cellules filles sont génétiquement identiques, donc sont des clones de la cellule mère. La fission binaire est aussi très utile pour certains eucaryotes. Alors, voici un diagramme qui représente la fission binaire. Vous pouvez consulter votre manuel. Et ça prend lieu selon les conditions et selon l'espèce aussi, entre 1 heure à 3 heures. Donc, voici notre bactérie E. coli ici encore. Donc, comme vous pouvez voir, il y a la réplication du matériel génétique. Et ensuite, on a le matériel génétique qui se colle sur les deux bords différents de la cellule. Ensuite, c'est suivi par la cytokinèse. Donc, la membrane se pince et divise la cellule mère à deux différentes cellules filles qui ont chacun leur matériel génétique qui est identique. Alors, c'est un peu comme la mitose, mais beaucoup plus simplifié. En passant, certaines ressources vont référer à la fission binaire, comme la scisparité. Donc, fait intéressant. Saviez-vous que la masse des bactéries sur la Terre est supérieure à celle de toutes les plantes de la planète? Que moins que 1% de ces bactéries vivent dans les animaux ou les humains, mais 92 à 94 vivent dans le sol. Le nombre estimé de bactéries sur la Terre est de 5 fois 10 à la 30. Ça, c'est 5 millions de fois le nombre total de flocons de neige qui tombent sur tout le Canada au cours de l'hiver. En les regroupant, on pourrait former un cube de 11 km de côté, pendant que le total de l'humanité forme un cube de 700 mètres de côté. On commence maintenant les eucaryotes.